à l'issue de cette vidéo, tu vas apprendre deux choses. La première des choses, tu vas être en mesure de présenter toutes les forces qui agissent sur un corps lorsque celui-ci est posé sur un plan incliné. Tu vas aussi être capable d'appliquer la première loi de Newton ou encore appelée le principe d'inertie. Nous avons une petite application. Un solide posé sur un plan incliné rugueux. Quand on dit que le plan est rugueux, même quand on vous dit qu'il n'y a pas de force de frottement dans l'exercice, c'est déjà suffisant. Cette information est suffisante qu'il existe des forces de frottement. Il n'est pas nécessaire qu'on vous précise dans un exercice qu'il y a des forces de frottement, mais quand on dit que le plan incliné est rugueux ou bien le plan est neigé, déjà il existe des forces de frottement. Même dans les plans lisses, il existe des forces de frottement, mais ces forces de frottement-là sont en fait négligeables. Alors, la première question, présenter les forces qui agissent sur le solide. Deuxième question, déterminer l'expression de force de frottement en fonction de M, G et alpha. Alors, passons directement à la première question. On va présenter les forces qui agissent sur les solides. Bien, tout corps qui existe à la surface de la Terre ou au voisinage de la Terre ou bien très proche d'une autre planète, ce corps-là est soumis à une force d'attraction qu'on appelle le poids. Donc, c'est-à-dire que ici, notre corps, quand il est posé sur un plan incliné, il y a la première force qui agit sur ce corps, c'est le poids de notre corps. Donc, le poids, quand on veut présenter le poids, ça commence toujours au milieu du solide, c'est-à-dire au centre de gravité de notre corps. Et c'est toujours vertical, dirigé vers le bas. Donc, le poids est vertical, dirigé vers le bas. Donc, déjà, nous avons présenté le poids de notre corps. Bien, vous savez que le solide est posé sur un plan incliné. Donc, il y a la force de contact, c'est-à-dire entre le plan et le solide, c'est-à-dire c'est le plan qui maintient le solide. Donc, comme c'est le plan qui maintient le solide avec une force. Cette force-là est appelée la réaction. Donc, la force de contact ou encore appelée réaction commence à partir du sol, c'est-à-dire ici en bas, et ça va être perpendiculaire à notre plan. Si le plan est horizontal, ça va être perpendiculaire au plan horizontal. Comme notre plan est incliné, ça va toujours être perpendiculaire à notre plan. Donc, comme ça, cette force-là est appelée la réaction normale. Voilà. Maintenant, à part la réaction normale, le solide est soumis à des forces de frottement. Comme il est soumis à des forces de frottement, les forces de frottement sont toujours opposées au déplacement. Donc, parce que le solide est en train de glisser, mais il est un peu perturbé par la rugosité de notre plan. C'est pourquoi ces forces-là sont toujours opposées au déplacement. Quand on tire un corps dans ce sens, les frottements sont dans le sens opposé. Bien, donc voilà les forces de frottement. Voilà. Maintenant, on va présenter une autre chose, c'est-à-dire la somme des forces de frottement et de la réaction normale. C'est ça qu'on appelle la réaction R. Au cas où il n'y a pas de force de frottement, la réaction normale là, c'est ça même qui va être la réaction R. Mais comme il y a des forces de frottement, donc notre réaction R là, qui va être la somme, voilà, des forces de frottement, donc la somme vectorielle en termes de présentation, des forces de frottement et de la réaction Rn. Donc ça commence ici, quand on a deux vecteurs, on veut faire leur somme, donc on projette comme ça, parallèlement à F et comme ça, parallèlement à Rn. Donc le point de rencontre des projections et l'origine de ces deux forces, c'est ça qu'on dit la réaction R. Bien, donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On a déjà présenté toutes les forces qui agissent sur notre solide. Maintenant, on nous demande de déterminer l'expression des forces de frottement en fonction de M, G et alpha. Pour cela, avant de faire quoi que ce soit, vous avez besoin de préciser le système. Donc, c'est la procédure pour traiter un problème en mécanique. Alors,
surtout la mécanique newtonienne. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de déterminant? Voilà. Avant d'écrire même déterminant, je préfère d'abord préciser le système, c'est-à-dire ce que nous sommes en train d'étudier. Système. Alors, notre système, il s'agit d'un solide de masse m. Donc, on va dire solide de masse m. Si c'est un ballon que vous êtes en train d'étudier son mouvement, donc c'est ballon de masse m. Si c'est une voiture, vous allez dire voiture de masse m. Donc, solide de masse m. De masse m. Voilà. Maintenant, dans quel référentiel sommes-nous? Donc, nous sommes dans un référentiel qu'on appelle le référentiel galiléen. Parce que tout corps qu'on étudie son mouvement à la surface de la Terre ou au voisinage de la Terre, c'est toujours dans un référentiel qu'on appelle le référentiel terrestre galiléen. Parce qu'il existe les référentiels géocentriques, il existe aussi les référentiels héliocentriques, mais ces référentiels ne nous intéressent pas. Le géocentrique, c'est en fait un référentiel utilisé pour étudier les mouvements des satellites qui gravitent autour de la Terre. Héliocentrique, c'est-à-dire c'est un référentiel qui prend sa référence à partir du centre d'inertie du Soleil et on l'utilise pour étudier les mouvements des planètes. Bien, nous sommes à la surface de la Terre, donc c'est le référentiel terrestre galiléen. Donc, référentiel terrestre galiléen. Donc, TSG, quelquefois on écrit référentiel terrestre supposé galiléen, mais on peut écrire seulement référentiel terrestre galiléen. Bon, terrestre galiléen. Donc, lors d'un examen, écrivez en toutes lettres référentiel terrestre galiléen. Maintenant, les bilans. Les bilans, c'est-à-dire, on doit en fait recenser toutes les forces qui agissent sur notre solide lorsque celui-ci est posé sur le plan incliné. Donc, les bilans des forces, nous avons le poids P, voilà, le poids P du solide, n'est-ce pas? Du solide. Quoi encore? Nous avons la réaction R. Vous pouvez écrire R comme ça et vous allez dire que le R là, c'est la somme des forces de frottement et de la réaction normale. Donc, la réaction R, la réaction R. Bien, qui est égal à Rn plus F. Si vous ne voulez pas présenter comme ça, vous allez dire la réaction Rn, la réaction normale Rn et la force de frottement F, mais vous n'allez pas préciser R. Voilà. Bien. Maintenant, on va directement répondre à la question. Deuxième question, déterminer l'expression des forces de frottement en fonction de M, G et alpha. Voilà. Déterminons l'expression des forces de frottement, c'est-à-dire de F, en fonction de quoi? En fonction de M, G et alpha. Bien. Alors, c'est en ce moment-là qu'on va appliquer le principe d'inertie ou la première loi de Newton. Mais vous devrez d'abord savoir dans quel cas applique-t-on le principe d'inertie. Le principe d'inertie est appliqué lorsque notre corps est au repos, c'est-à-dire est en équilibre, lorsque le corps ne bouge pas et il est soumis à plusieurs forces. Donc là, on peut appliquer le principe d'inertie. Ou bien, lorsque notre corps est en mouvement uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération, lorsque l'accélération est égale à 0, donc on applique aussi le principe d'inertie. Donc notre corps ici est sur un plan incliné, mais ne bouge pas parce qu'il est soumis à des forces de frottement. Normalement, lorsque le plan est incliné, un corps bouge. Mais qu'est-ce qui fait que le corps ne bouge pas? Parce que les forces de frottement l'ont un peu bloqué. Donc pour que cet équilibre soit établi, il va falloir qu'on applique le principe d'inertie pour tirer l'expression des forces de frottement. Donc, appliquons le principe d'inertie. Appliquons le principe d'inertie. Voilà, le principe d'inertie, donc ou encore appelé la première loi de Newton, on va dire à l'équilibre, somme des forces extérieures égale à vecteur nul. C'est-à-dire la somme des forces qui agissent sur notre corps là nous donne au vecteur nul. On a combien de forces? Il y en a 3, donc on peut dire P, le poids, plus R,
vers la réaction qui est égale à vecteur nul. Mais c'est la réaction qui nous donne Rn plus F. Donc on va dire le poids plus Rn plus la force de frottement F qui nous donne vecteur nul. Maintenant, nous allons faire des projections suivant les axes. Donc, on va écrire projection suivant les axes. Projection suivant les axes. Donc, c'est-à-dire, on va projeter suivant l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Maintenant, c'est en ce moment-là que vous devrez vous concentrer pour voir mieux les choses. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, j'efface tout ça. Alors, je vais devoir effacer tout ça. J'ai reproduit le plan incliné, mais cette fois-ci, on va schématiser les solides comme un petit point matériel. Donc, voilà comme ça. Voilà. Et le solide va être considéré comme un point matériel. D'accord. Donc, ici, nous avons notre solide. Il y a les poids. N'oublions pas de présenter le poids P qui agit sur le solide. Nous avons la réaction Rn qui est la réaction normale. Nous avons la force de frottement qui est confondue directement avec notre ligne de la pente F. Et ici, il y a l'angle alpha. Maintenant, faisons un repère. Donc, c'est-à-dire il va falloir qu'on fasse un repère. Voilà. Le repère, donc, le repère doit être, c'est-à-dire l'axe des abscisses, doit suivre toujours la ligne de la plus grande pente. Voilà, ça c'est l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées va être perpendiculaire à l'axe des abscisses, donc c'est-à-dire ça doit passer par la réaction normale comme ça. Voilà, ceci est appelé axe des ordonnées ou encore axe des Y. Voilà. On sait que la force de frottement est sur l'axe des abscisses et la réaction normale est sur l'axe des ordonnées, mais le poids n'est ni sur l'axe des abscisses ni sur l'axe des ordonnées. Donc il faut projeter le poids afin que celui-ci, on trouve sa projection, son équivalent sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Donc il faut prendre à partir de la tête des flèches et vous projetez tout droit vers l'axe des abscisses de manière à ce que ça forme un angle droit. Donc ici, ça fait P de X. Voilà. Donc ici également, je projette suivant et directement ici, et ici on va dire que c'est P de Y. Voilà. Donc P de X, c'est-à-dire c'est la flèche qui est comme ça, et c'est la flèche. Donc c'est un vecteur qu'on l'a décomposé en somme de deux autres vecteurs. Si vous avez un vecteur comme ça et vous faites vous dites que c'est la somme de ces vecteurs là, c'est ça, et ça qui est la somme de votre vecteur. Donc c'est à dire que le vecteur U qui est égal à V plus W. Donc ici P est égal à P de Y plus P de X. Bien. Alors maintenant l'angle alpha qui est ici va devoir se déplacer là. On va écrire ici angle alpha. Vous voyez, l'angle alpha ici saute tout droit là, il va devenir alpha ici. Et donc là maintenant cet angle-là avec cet angle-là sont des angles alternes et internes. Comme ici il y a le parallélisme des droites parallèles et une séquente. Donc les deux angles alternes et internes sont des mêmes mesures. Donc alpha là va se retrouver ici. Très prochainement je ferai une vidéo pour vous montrer comment se font les projections des angles. C'est vraiment très important. Alors maintenant ici, on va effacer là d'abord. Là maintenant, on va recenser toutes les forces qui sont sur l'axe des abscisses. Nous avons la force de frottement F qui se trouve sur l'axe des abscisses. Nous avons le poids P de X aussi se trouve sur l'axe des abscisses. Donc ça c'est suivant X'. Maintenant suivant l'axe des ordonnées Y', nous avons la réaction normale se trouve sur l'axe des ordonnées et P de Y. Donc égal vecteur nul, ici aussi égal vecteur nul. Maintenant quand on veut laisser tomber les vecteurs, c'est-à-dire il faut qu'on sache la position de la force de frottement. Comme on a un repère et l'origine du repère est ici,
la force de frottement est sur le côté négatif ou positif. Donc, le repère est orienté dans ce sens et l'origine est ici. Donc, c'est-à-dire ce sens-là est le sens négatif. Donc, moins f et le vecteur disparaît. P de x, donc P de x est dans le sens positif, plus P de x au lieu de vecteur nul égale 0. Maintenant ici, Rn, donc la réaction normale est sur le côté positif, donc j'écris Rn sans vecteur, P de y est sur le côté négatif, moins P de y égale 0. Maintenant on va chercher P de x et P de y, mais il va falloir que je fasse quelque chose un peu dehors ici. Voyez. Donc là, P de x est là. P de x. Maintenant, là, nous aurons le poids. Est toujours vertical, dirigé vers le bas. Et là, nous avons P de y est perpendiculaire avec P de x. P de y. Alors, maintenant, la projection, elle est comme ça. Donc, P de x est là. La projection est comme ça. Donc, ici, nous avons un angle droit. Cette ligne-là, c'est l'hypoténuse en fait. Et cette ligne-là, c'est P de x. Cette ligne-là, c'est P de y. Et nous avons l'angle alpha ici. Donc, qui veut dire que nous avons un triangle. Et là, P de y là, comme c'est un vecteur là, je vais le déplacer par translation. Il va devenir ici. Donc, pour vous dire P de y est là, P de x, c'est ce côté-là qu'on l'appelle P de x. Donc, je fasse tout ça. Bien. Nous avons un triangle rectangle. Dans le triangle rectangle, on veut chercher P de x et P de y. P de x, c'est le côté opposé. Et P de y, c'est le côté adjacent. Maintenant, comprenez une chose. Quand on veut tirer le côté opposé est égal à hypoténuse fois sinus de l'angle. Et le côté adjacent est égal à hypoténuse fois cosinus de l'angle. Donc, hypoténuse fois cosinus de l'angle. Donc, ici, le P de x, ici, c'est ça le P de x, c'est le côté opposé par rapport à notre angle. Donc, vous voyez que P de x dans le triangle là, l'angle est ici. Le côté qui est en face de l'angle est appelé le côté opposé. Donc, P de x, c'est le côté opposé. Donc, le côté opposé est égal à hypoténuse fois sinus. Donc, hypoténuse, c'est P. C'est P qui est l'hypoténuse. Donc, on va dire ici, tel que P de x égale à hypoténuse, c'est P, fois sinus de l'angle alpha, et P de y, donc P de y c'est le côté adjacent. Le côté adjacent c'est le côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse. Ils sont comme ça toujours avec l'hypoténuse. C'est ça le côté adjacent, ça c'est l'hypoténuse. Donc l'angle formé entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc le côté adjacent est égal à hypoténuse fois cosinus, donc c'est-à-dire P fois cosinus alpha. Donc à la place de P de x, je remplace par P sinus, et à la place de P de y, je remplace par P cosinus. Donc je vais avoir moins f plus P de x, donc c'est-à-dire plus P sinus alpha qui est égal à 0 et R de Rn est égal à P de y, c'est P cosinus alpha qui est égal à 0. Vous savez que P c'est le poids qui est égal à m fois g. Donc on va directement dire que moins f plus m fois g sinus alpha qui est égal à 0 et Rn moins mg cosinus alpha égale aussi à 0. Donc, à partir de ce niveau, maintenant, je vais m'intéresser seulement à la force de frottement. La force de frottement se trouve dans la première équation. Et ici, la réaction normale se trouve dans la deuxième équation. Donc, ce qui veut dire que je prends la première équation pour tirer ma force de frottement. Donc, je vais effacer ici. Donc, je vais dire de 1 de la première équation, moins f plus mg sinus de alpha égale 0. Donc, je vais déplacer mg sinus alpha de l'autre côté de l'égalité. Donc, je vais avoir moins f qui est égal à moins mg sinus de l'angle alpha. Et les moins vont se simplifier. F égale à mg sinus de alpha. Et voilà, nous avons tiré l'expression de la force de frottement en fonction de m, g et alpha.